Elle arriva au domaine le plus riche de la région, avec rien d'autre qu'une valise éventrée et un cœur brisé en 1000 morceaux, pour y trouver ce que personne n'attendait. Un amour si profond qu'il ferait plier même les plus puissants. Pouvez-vous imaginer être si rejeté par la vie que vous acceptez de travailler dans un lieu inconnu, à des kilomètres de tout, juste pour ne pas mourir de faim au bord de la route? Qu'est-ce qui pousse une femme à croire qu'elle ne mérite que des miettes, tandis qu'un homme riche et respecté porte une solitude si vaste que tout l'or du monde ne pourrait la combler? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne profonde, en septembre 1912, lorsque le destin décida de réunir deux âmes brisées d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre ville et votre région ou votre pays si vous êtes hors de France. J'adore savoir que ces histoires voyagent si loin, connectant les gens à travers les émotions que nous partageons tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire de résilience et d'amour véritable. Claire Vasseur avait 24 ans lorsqu'elle découvrit que le monde n'avait pas de place pour elle. Ce ne fut pas une découverte soudaine, mais la confirmation douloureuse de ce qu'elle soupçonnait depuis l'âge de 8 ans, lorsqu'elle devint orpheline et partit vivre chez son oncle et sa tante dans le petit village de Saint-Benoît. L'oncle Auguste et la tante Mathilde l'avaient recueillie par devoir, non par envie. Cela fut clair dès le premier jour, lorsque la tante désigna un vieux grabat dans la petite pièce du grenier et dit d'une voix sèche que ce serait là sa place. Claire apprit tôt à se faire invisible. Elle apprit à manger en silence, à travailler sans se plaindre, à ne jamais rien demander. Elle se levait avant le soleil pour tirer l'eau du puits, balayait la maison entière avant le petit déjeuner, lavait le linge à la rivière jusqu'à ce que ses mains soient à vif. Ses cousins, Gabriel et René, grandirent avec des vêtements neufs et allèrent à l'école. Claire grandit avec leur reste et la certitude qu'elle n'était là que par charité. La tante Mathilde ne la laissait jamais l'oublier. Quand on vous traite comme un fardeau pendant 16 ans, quelque chose en vous commence à y croire. Claire se regardait dans le miroir et voyait une jeune femme trop maigre, aux cheveux châtains ternes toujours tirés en un chignon strict, des mains calleuses qui semblaient appartenir à quelqu'un de bien plus vieux. Ses yeux en amande, héritage d'une mère dont elle se souvenait à peine, était la seule chose jolie qu'elle parvenait à voir en elle-même. Mais la beauté ne servait à rien quand on n'avait ni dot, ni famille, ni avenir. Les années passèrent dans cette routine étouffante. Claire voyait les filles du village se marier, fonder des familles, trouver leur place dans le monde. Elle restait dans sa petite chambre sous les toits, de plus en plus invisible, de plus en plus convaincue que c'était tout ce qu'elle méritait. Puis vint le jour où même cela lui fut arraché. Ce fut par un après-midi d'août 1912, quand la chaleur faisait trembler l'air au-dessus des toits d'ardoise de Saint-Benoît. La cousine Renée allait se marier et la maison était en effervescence avec les préparatifs. René allait épouser le fils du commerçant le plus riche du bourg et la tante Mathilde voulait que tout soit parfait. Claire travaillait depuis l'aube, aidant aux arrangements, cousant les détails de la robe, organisant la maison pour recevoir les visites. C'est alors que disparut une broche en or qui avait appartenu à la grand-mère de René. Une pièce ancienne, précieuse, qui devait être portée sur la robe de mariée. La tante Mathilde retourna toute la maison pour la chercher. Quand elle ne la trouva pas, ses yeux se tournèrent directement vers Claire. Il n'y eut pas d'enquête, pas de doute. L'accusation tomba, rapide et tranchante comme une lame. « Tu as volé !» dit la tante Mathilde d'une voix tremblante de rage contenue. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, après t'avoir élevée comme notre propre fille, c'est ainsi que tu nous remercies ?» Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle nia désespérément, jura sur tout ce qu'il y avait de sacré qu'elle n'avait pas touché à la broche, qu'elle ne savait même pas où elle était rangée. Mais chacun de ces mots semblait seulement confirmer sa culpabilité aux yeux de son oncle et de sa tante.
L'oncle Auguste, qui avait passé 16 ans à peine la regarder, la fixa finalement avec un mélange de déception et de colère. « Nous avons toujours su que cela pouvait arriver », dit-il d'une voix grave. « Les gens sans famille, sans berceau, sans éducation, dès qu'une opportunité se présente, ils montrent qui ils sont vraiment. » Ces mots firent plus mal que n'importe quelle gifle. Claire supplia, pleura, proposa qu'on fouille ses affaires, sa chambre. Mais la décision était déjà prise. La tante Mathilde posa un ultimatum glacial. « Tu quittes cette maison demain à l'aube », dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Et inutile d'aller répandre des mensonges dans le village, car personne ne te croira. Tout le monde sait que nous t'avons élevé par charité. Maintenant, tu vas devoir apprendre à te débrouiller seule, puisque tu es si maligne. » Claire passa cette nuit-là sans dormir dans sa chambrette, fixant le plafond fissuré qu'elle connaissait par cœur. Elle n'avait pas d'argent, nulle part où aller, personne au monde qui se soucierait de savoir si elle vivait ou mourait. Les larmes coulaient en silence sur son visage, alors qu'elle essayait de comprendre comment elle en était arrivée là. Elle avait été si obéissante, si travailleuse, si reconnaissante. Et à la fin, rien de tout cela n'avait compté. À l'aube, elle prit la petite valise en carton où elle gardait ses maigres biens. 3 robes usées, un change de sous-vêtements reprisé, le châle délavé qui avait appartenu à sa mère, un peigne cassé. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Elle sortit par la porte de derrière sans se retourner, la gorge si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Le village de Saint-Benoît s'éveillait doucement en ce matin de septembre. Claire marcha dans les rues de terre battues la tête basse, sentant le poids des regards derrière les fenêtres. La nouvelle avait déjà dû se répandre. Dans un petit village, ce genre de scandale voyage plus vite que le vent. Elle était maintenant l'orpheline ingrate qui avait volé la famille, qui l'avait accueillie. La vérité importait peu. La version de son oncle et de sa tante était la seule qui serait écoutée. Elle arriva à l'épicerie de Monsieur Olivier, le seul endroit où elle pouvait tenter d'obtenir une information sur du travail dans d'autres villes. Le vieux commerçant, qui avait toujours été gentil avec elle, la regarda à peine cette fois-ci. Sa femme prit soin de détourner le visage. Claire ravala son humiliation et demanda d'une voix tremblante s'il connaissait un endroit ayant besoin d'une bonne, d'une cuisinière, d'une blanchisseuse, n'importe quoi. Monsieur Olivier soupira profondément et dit qu'il ne savait rien par ici, mais qu'il avait entendu dire que le domaine Sainte-Claire, à une 60aine de kilomètres de là, cherchait des saisonniers pour les vendanges. « Mais c'est loin, petite », ajouta-t-il sans la regarder, « et le maître là-bas est très exigeant. » Claire n'avait pas le choix. 60 kilomètres était une distance énorme à parcourir à pied, mais rester ici signifiait mourir de faim ou pire. Elle remercia dans un murmure et sortit de l'épicerie en serrant fermement sa valise. Le soleil était déjà haut quand elle commença à marcher sur la route de campagne qui menait hors de Saint-Benoît. Elle ne se retourna pas une seule fois. Il n'y avait rien là-bas qui valut un dernier regard. Les premiers jours de marche furent les plus difficiles de la vie de Claire. Le soleil de septembre tapait sans pitié, brûlant sa peau claire qui n'avait jamais été exposée si longtemps. Ses pieds enflèrent dans ses vieilles bottines, formant des ampoules qui éclataient et saignaient. La faim tordait son estomac en nœuds douloureux. Elle s'arrêtait dans des fermes sur le chemin pour demander de l'eau et parfois un morceau de pain en échange de travail. Certains avaient pitié et donnaient, d'autres la chassaient avant même qu'elle ne termine sa phrase. La nuit, elle dormait où elle pouvait. Une fois dans une grange abandonnée, une autre fois sous un grand chêne au bord de la route, couverte seulement par le châle de sa mère. La peur la gardait éveillée des heures durant. Peur des animaux sauvages, peur des hommes mal intentionnés, peur de ne jamais arriver nulle part et de simplement disparaître sans que personne ne le remarque ou ne s'en soucie. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur. L'entêtement pur et simple de continuer à exister. Claire ne savait expliquer pourquoi, mais quelque chose en elle refusait de se coucher et de mourir. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être de la colère, peut-être juste l'instinct aveugle de survie.
Elle mettait un pied devant l'autre, jour après jour, parce que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Le 5e jour de marche, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de violet, Claire aperçut un portail en fer forgé avec le nom inscrit « Domaine Sainte-Claire ». Son cœur fit un bond étrange dans sa poitrine. Elle était arrivée. Ou du moins, elle était arrivée quelque part qui pouvait signifier la différence entre vivre et mourir. L'allée menant au domaine était bordée de platanes majestueux, leurs feuilles commençant à dorer sous le ciel du crépuscule. Même épuisée et couverte de la poussière de la route, Claire ne put s'empêcher de remarquer la beauté de ce lieu. Le château apparut au loin, imposant et élégant, avec ses hautes fenêtres et sa large terrasse. C'était plus grand et plus beau que n'importe quelle construction qu'elle avait vue dans sa vie. Autour de la maison principale se trouvaient d'autres bâtiments. Les logements des ouvriers, les chais, les écuries, les granges. Tout était très bien entretenu, organisé, prospère. Claire se sentit encore plus insignifiante avec sa valise éventrée et ses pieds en sang. Elle s'arrêta devant la maison principale sans trop savoir quoi faire. Frapper à la porte d'entrée semblait inapproprié pour quelqu'un comme elle. Elle décida de contourner vers l'arrière, où se trouvaient généralement les cuisines et l'entrée de service. C'est alors qu'elle entendit une voix derrière elle. « Mademoiselle, que voulez-vous ici ?» Claire se retourna, effrayée. C'était un homme d'une 60aine d'années, la peau tannée par le soleil, portant un chapeau et des vêtements de travail. Il avait des yeux gentils, malgré son ton direct. Elle essaya de répondre, mais sa voix sortit rauque, faute d'avoir été utilisée depuis longtemps. Elle avala sa salive et réessaya. « Je cherche du travail, monsieur », dit-elle en essayant de paraître ferme malgré la fatigue. « On m'a dit à Saint-Benoît qu'on avait peut-être besoin de monde ici pour les récoltes. » L'homme la toisa, l'évaluant. Ce n'était pas un regard cruel, juste prudent. « Vous êtes venu à pied de Saint-Benoît ?» Claire hocha la tête. L'homme siffla doucement. « C'est à plus de 15 lieues, petite. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a ni mangé ni bu correctement depuis des jours. » Elle ne nia pas, car c'était la vérité. L'homme ôta son chapeau et se gratta la tête, pensif. « Eh bien, la maison a besoin d'une blanchisseuse temporaire, oui, dit-il finalement. Mais c'est Madame Amélie, la gouvernante, qui décide. Elle est à la cuisine en ce moment. Venez, je vous emmène à elle. Mais attention, Madame Amélie est difficile. Elle n'accepte ni la paresse ni les excuses. Si elle vous donne le travail, vous allez devoir trimer dur. » Claire sentit une vague de soulagement si grande qu'elle dut cligner des yeux plusieurs fois pour chasser les larmes qui menaçaient de couler. « Je sais travailler dur, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme. « C'est la seule chose que je sais bien faire. » L'homme sourit légèrement et montra un chemin latéral. « Je m'appelle Daniel, je suis le régisseur ici. Venez avec moi. » La cuisine du domaine Sainte-Claire était immense, avec une cuisinière en fonte, une longue table en bois, des casseroles en cuivre pendues au mur. L'odeur de nourriture fit gargouiller l'estomac de Claire si fort qu'elle en eut honte. Assise à la table, révisant une liste, se tenait une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en un chignon impeccable, robe noire stricte, posture droite. Madame Amélie. Elle leva les yeux quand Daniel et Claire entrèrent. Son regard était perçant et calculateur. « Qu'est-ce que c'est, Daniel ?» Le régisseur expliqua que Claire venait chercher le poste de blanchisseuse. Madame Amélie l'examina en silence pendant de longues secondes, qui parurent des heures. « D'où venez-vous ?»« De Saint-Benoît, madame, » répondit Claire. « Pourquoi êtes-vous partie de là-bas ?» La question vint rapidement, et Claire sentit son sang se glacer. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Qui embaucherait quelqu'un accusé de vol ? « Mon oncle et ma tante sont décédés, » mentit-elle la voix tremblante. « Je n'avais plus personne là-bas. » Madame Amélie continua de la regarder avec cette expression qui semblait lire chaque mensonge, chaque secret, chaque peur. « Savez-vous laver le linge de maison fin ? Savez-vous repasser au fer chaud sans brûler ? Savez-vous enlever les tâches difficiles ?
Claire hocha la tête à tout. Elle avait appris tout cela chez son oncle, après tout. Elle savait travailler. La gouvernante soupira enfin. « Je vais vous donner une semaine d'essai, dit-elle d'une voix sèche. Le travail est dur, les journées sont longues, et je n'accepte ni paresse ni négligence. Vous vous lèverez à 5 heures, travaillerez jusqu'à 6 heures du soir avec une pause pour le déjeuner. Le paiement est hebdomadaire, nourri et logé. Si vous ne convenez pas, vous partirez sans faire d'histoire. Compris ? Compris, madame. Claire pouvait à peine y croire. Elle avait réussi. Elle avait un endroit où rester, de la nourriture à manger, du travail à faire. À cet instant, cela semblait un miracle. Madame Amélie frappa dans ses mains une fois, et une jeune fille apparut à la porte. Emmène-la à la chambrette à côté de la buanderie. Donne-lui une assiette, de l'eau pour se laver et montre-lui où sont les choses. Demain, elle commence à 5 heures précises. La chambrette était petite, simple, avec un lit étroit, un tabouret et une bassine. Pour Claire, elle ressemblait à un palais. Elle mangea la soupe épaisse et le morceau de pain qu'on lui donna comme si c'était le dernier repas de sa vie. Elle se lava le visage, les bras, les pieds endoloris. Elle s'allongea sur le lit et, pour la première fois en une semaine, réussit à fermer les yeux sans peur de ce que l'aube apporterait. Les premiers jours de travail furent exténuants. Claire se levait avant le soleil, encore dans l'obscurité, et allait à la buanderie où des montagnes de linge l'attendaient. Draps de lin fin, nappes brodées, chemises blanches immaculées, robes délicates. Tout devait être lavé à la main avec soin, frotté sur les planches, essoré, rincé plusieurs fois, étendu sur le fil pour sécher au soleil. Puis venait le travail de repassage avec des fers lourds chauffés sur le poêle. Son dos lui faisait mal, ses bras brûlaient, ses mains devenaient rouges et enflées. Mais Claire ne se plaignait pas. Elle travaillait en silence, concentrée, dévouée. Madame Amélie apparaissait plusieurs fois par jour pour inspecter le travail, cherchant le moindre défaut, la moindre raison de la renvoyer. Claire prenait soin de chaque pièce comme si sa vie en dépendait. Et peut-être en dépendait-elle vraiment. Les autres employés de la maison étaient polis, mais distants. Personne ne posait de questions, personne n'engageait la conversation. Claire était temporaire, et tous savaient que les temporaires ne duraient pas longtemps. Cela ne valait pas la peine de créer des liens. Elle mangeait seule, travaillait seule, dormait seule. Elle y était habituée. Ce fut au 4e jour que Claire vit le maître pour la première fois. Elle étendait des draps sur le fil quand elle entendit des pas fermes sur le chemin de gravier qui menait au château. Elle leva les yeux et son cœur rata un battement. Édouard Nogaret avait 38 ans et était le genre d'homme qui attirait l'attention sans rien faire. Grand, les épaules larges, la posture droite de celui qui a l'habitude de commander. Il portait un pantalon sombre, une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude, un chapeau à large bord. Ce qui impressionnait le plus, c'étaient ses yeux gris, couleur de ciel d'orage, qui portaient une tristesse profonde, même lorsqu'il ne fronçait pas les sourcils. Il passa près du fil à linge en discutant avec Daniel des vendanges qui approchaient. Claire baissa rapidement la tête, feignant d'être concentrée sur les draps. Mais elle remarqua qu'il avait regardé dans sa direction, juste une seconde, avant de continuer à marcher. C'était le genre de regard qu'un maître jette aux employés, vérifiant que le travail est fait, rien de plus, mais quelque chose dans ce regard rapide fit accélérer le cœur de Claire d'une manière étrange. Elle se réprimanda mentalement. Elle était ridicule. Les hommes comme Édouard Nogaret ne regardaient pas les femmes comme elle. Elle était moins que rien aux yeux du monde. Elle devait s'en souvenir. Les jours se transformèrent en semaines. Septembre laissa place à octobre et le temps commença à fraîchir un peu. Claire resta au domaine parce que Madame Amélie, bien que ne complimentant jamais, ne la renvoya pas non plus. Le travail restait lourd, mais Claire reprenait du poids. Ses mains étaient plus fortes. Son visage avait retrouvé un peu de couleur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne faisait pas que survivre. Elle vivait. Alors arriva quelque chose qui allait tout changer.
C'était un après-midi d'octobre, le soleil encore haut mais avec cette lumière dorée de l'automne. Claire était au bassin de la buanderie, à genoux sur le sol de pierre, frottant une chemise blanche contre la planche. Ses mains étaient rouges et rêches, les bras mouillés jusqu'au coude. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas les pas approcher. « Excusez-moi de vous interrompre. » La voix était grave, polie. Claire leva la tête, sursautant, et sentit le sang monter à son visage. Édouard Nogaret se tenait à la porte de la buanderie, chapeau à la main, la regardant avec une expression qu'elle ne put identifier. Elle se leva rapidement, s'essuyant les mains sur son tablier trempé, et fit une révérence maladroite. « Monsieur le comte », dit-elle d'une voix tremblante. Il fit un pas à l'intérieur et Claire nota qu'il semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas bien pourquoi il était là. « Vous êtes la nouvelle jeune fille venue de Saint-Benoît ?» La question la prit par surprise. Comment savait-il cela? « Oui, monsieur », répondit-elle tout bas. « Claire Vasseur. » Édouard hocha lentement la tête, comme s'il gravait le nom. « Madame Amélie m'a dit que vous travaillez bien, » dit-il après une pause, « que vous êtes soigneuse avec le linge. » Claire ne savait que répondre. Un éloge venant du maître à travers la gouvernante était quelque chose de si inattendu qu'elle n'avait pas de mots. Elle hocha simplement la tête, muette. Il resta là, planté quelques secondes de plus, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, il remit son chapeau. « Continuez ainsi », dit-il, avant de se retourner et de sortir de la buanderie d'un pas ferme. Claire resta immobile, au même endroit de longues minutes après son départ, le cœur battant trop fort dans sa poitrine. Pourquoi le maître viendrait-il personnellement à la buanderie pour dire cela? Il aurait pu envoyer n'importe quel message par Madame Amélie ou Daniel, mais il était venu lui-même. Il l'avait regardé, il avait appris son nom, il avait reconnu son travail. Pour la première fois en 24 ans de vie, Claire ressentit quelque chose d'étrange et d'effrayant. La sensation que quelqu'un l'avait vraiment vue. Pas comme un poids mort, pas comme une employée invisible, mais comme une personne. Elle ne savait pas quoi faire de cette sensation. Alors elle retourna au travail, frottant le linge avec plus de force, essayant de frotter avec lui ce sentiment dangereux qui commençait à naître quelque part dans sa poitrine. Ce que Claire ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, dans la grande maison, Édouard Nogaret se tenait à la fenêtre du bureau, regardant en direction de la buanderie avec une expression troublée. Il ne comprenait pas pourquoi il était allé là-bas. Il ne comprenait pas pourquoi le visage de cette jeune fille maigre, aux yeux tristes, ne sortait pas de sa tête depuis qu'il l'avait vue pour la première fois étendre des draps. Il ne comprenait pas pourquoi. Pour la première fois en 3 ans, quelque chose en lui qui était mort et enterré commençait à bouger, douloureux et têtu comme un bourgeon perçant une terre aride. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, s'éloignant de la fenêtre. C'était ridicule, c'était dangereux. Béatrice était morte il y a seulement 3 ans. Il avait juré de ne plus jamais regarder une autre femme de cette façon. Il avait juré que son cœur était fermé à jamais. Mais le cœur, Édouard le découvrait, se moque des serments. 6 semaines passèrent depuis l'arrivée de Claire au domaine Sainte-Claire, et quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était rien qui pût être expliqué par des mots, rien qui pût être montré du doigt. C'était un changement subtil, du genre qu'on ne sent que dans la poitrine, à cet endroit où les émotions vivent avant de recevoir un nom. L'automne avançait et les vignes viraient au rouge et à l'or. Les matins étaient froids, avec cette brume fine qui couvrait les champs comme un drap de coton. Mais le soleil de midi brûlait encore. Claire se réveillait tous les jours à 5 heures précises, comme toujours. Mais maintenant son corps était habitué au rythme. Ses mains avaient créé de la corne sur les callosités. Ses bras étaient plus forts, ses épaules plus larges. Le travail physique avait sculpté en elle une résistance qu'elle ignorait posséder. Madame Amélie avait cessé d'inspecter chaque pièce de linge que Claire lavait. Cela ne signifiait pas exactement une approbation, mais cela signifiait que la gouvernante n'avait plus de quoi se plaindre.
Claire avait prouvé qu'elle savait travailler, qu'elle était soigneuse, qu'elle ne déchirait ni ne tachait le linge fin de la maison. Elle avait gagné le droit de rester là, du moins pour l'instant. Mais ce qui avait vraiment changé, ce qui tenait Claire éveillée certaines nuits à regarder le plafond de sa chambrette, c'était la façon dont Édouard Nogaret avait commencé à apparaître. Ce n'étaient pas des rencontres planifiées, du moins c'est ce qu'elle se disait. Mais d'une manière ou d'une autre, il trouvait toujours le moyen de passer par la buanderie à l'heure où elle travaillait, ou près du fil à linge quand elle étendait, ou sur le chemin menant au bassin quand elle portait de lourds paniers. La première fois qu'il proposa de l'aider, Claire faillit tout laisser tomber de surprise. C'était un matin de novembre, et elle portait un énorme panier de draps mouillés vers le fil à linge. La charge était lourde et elle devait s'arrêter tous les quelques pas pour reprendre son souffle. C'est alors qu'elle entendit cette voix grave derrière elle demander si elle avait besoin d'aide. Elle se retourna si vite qu'elle manqua de perdre l'équilibre. Édouard était là, sans chapeau, les manches de sa chemise relevées, la regardant avec une expression mêlant inquiétude et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Non, monsieur le comte », répondit Claire rapidement, sentant son visage chauffer. « J'y arrive, c'est mon travail. » Il fit un pas en avant, ignorant la protestation. « Je sais que c'est votre travail, » dit-il d'une voix calme. « Mais cela ne signifie pas que vous devez vous tuer à la tâche. Donnez-moi ça. » Et avant qu'elle ne puisse l'en empêcher, il avait pris le panier de ses mains et marchait en direction du fil à linge d'un pas décidé. Claire resta figée sur place quelques secondes, bouche bée, avant de courir après lui. « Monsieur, vous n'avez pas à faire ça !» commença-t-elle à protester, mais il déposait déjà le panier près du fil. « Voilà !» dit-il en s'essuyant les mains. Ce n'était rien. Il la regarda alors, la regarda vraiment, avec ses yeux gris qui semblaient de voir plus qu'il ne le devrait. « Vous allez bien? Vous ne travaillez pas trop ?» La question était si inattendue, si sincèrement inquiète, que Claire sentit un nœud dans sa gorge. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé si elle allait bien? Elle hocha la tête rapidement, sans faire confiance à sa propre voix. « Je vais bien, monsieur. Merci pour l'aide. » Édouard resta là encore un moment, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il finit par hocher la tête et reprit son chemin. Ce fut la première de nombreuses petites rencontres. Édouard commença à apparaître plus souvent, toujours avec une excuse plausible. Une fois, il vint demander si elle avait vu Daniel par là. Une autre fois, il apporta un verre d'eau fraîche en disant qu'il faisait très chaud. Une autre fois, il s'arrêta simplement pour commenter le temps, la fin des vendanges, la beauté du domaine à cette époque de l'année. Les conversations étaient toujours brèves, toujours superficielles, toujours polies. Mais il y avait quelque chose dans les regards qui s'attardait une seconde de trop dans la façon dont il souriait légèrement quand elle disait quelque chose, dans la manière dont il demandait toujours si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Claire n'était pas naïve. Elle savait que c'était dangereux. Les maîtres ne conversaient pas avec les employés temporaires à moins de vouloir quelque chose. Et elle connaissait suffisamment d'histoires de filles utilisées et jetées par des hommes puissants. Mais quelque chose chez Édouard semblait différent. Il ne s'approchait jamais trop près, ne parlait jamais de manière suggestive, ne la touchait jamais au-delà de ce moment où il avait pris le panier de linge de ses mains. Il y avait un respect dans chaque mot, dans chaque geste, comme s'il essayait de la connaître vraiment, pas seulement de la posséder. Et Claire, que Dieu lui vienne en aide, commençait à aimer ces rencontres. Elle commençait à prêter plus d'attention à ses cheveux le matin, les attachant avec un peu plus de soin. Elle commençait à regarder vers le château plus souvent que nécessaire, le cœur bondissant quand elle voyait la haute silhouette d'Édouard sur la terrasse. Elle commençait à sourire toute seule en se rappelant quelque chose qu'il avait dit. « C'est de la folie », se réprimandait-elle en frottant le linge au bassin. « Tu n'es rien pour lui. Juste une domestique et temporaire par-dessus le marché. Il est probablement juste poli. » Mais même ainsi, elle ne pouvait empêcher son cœur d'accélérer chaque fois qu'elle entendait ses pas fermes approcher. Ce fut un samedi matin que tout changea de niveau.
Claire était dans le potager à l'arrière, cueillant quelques herbes que Madame Amélie avait demandées. Il y avait un pâle soleil d'hiver et elle avait ôté son tablier, travaillant juste avec sa robe simple en coton. Elle était dos à la maison quand elle entendit sa voix. « Bonjour Claire !» Elle se retourna et trouva Édouard debout à la lisière du jardin, les mains dans les poches, la regardant de cette façon qui retournait l'estomac de la jeune femme. « Bonjour monsieur le comte !» répondit-elle en se levant et en essuyant ses mains sur sa jupe. Il y eut une pause, puis il dit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. « Vous pouvez m'appeler simplement Édouard. Le titre de monsieur le comte me donne l'impression d'avoir 100 ans. » Claire cligna des yeux plusieurs fois, ne sachant que répondre. « Mais vous êtes le maître, dit-elle finalement. Ce serait irrespectueux. » Il fit un pas de plus, et Claire sentit son cœur s'emballer. « Si vous m'appelez par mon nom quand nous sommes seuls tous les deux, ce ne serait pas irrespectueux, dit-il à voix basse. Ce serait juste plus naturel. » La façon dont il dit cela, comme si la conversation entre eux était quelque chose de spécial, quelque chose de séparé du reste du monde, fit monter la chaleur au cou de Claire. Elle ne devait pas accepter cela. Elle savait qu'elle ne devait pas. Mais elle se vit hocher la tête quand même. « C'est d'accord, mon Édouard. » Le nom sortit étrange de sa bouche, trop intime, trop dangereux. Mais quand elle vit le sourire qui apparut sur son visage, petit mais sincère, elle sentit que le risque en valait la peine. « Beaucoup mieux, dit-il. » Et alors, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit, il commença à parler des herbes qu'elle cueillait, demandant à quoi elles servaient, commentant que sa défunte mère adorait les jardins. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour véritable existe. Ce fut la première fois qu'Édouard mentionna quelque chose de personnel sur sa vie. Claire le remarqua et sentit qu'il ouvrait une porte, la laissant voir un morceau de qui il était vraiment derrière le titre de riche propriétaire terrien. Elle posa des questions timides et il répondit, parlant de son enfance, de comment il avait appris à gérer le domaine avec son père, de son amour pour cette terre. Ils restèrent là à discuter près d'1 heure, jusqu'à ce que Madame Amélie apparaisse à la porte de la cuisine, appelant Claire d'une voix impatiente. Édouard prit congé poliment et Claire retourna en courant à l'intérieur, mais pas avant d'avoir vu le regard désapprobateur que la gouvernante lança dans leur direction. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, Claire ne put dormir. Elle repassait chaque mot de cette conversation, chaque regard, chaque sourire. Elle savait qu'elle entrait en territoire dangereux. Elle savait qu'elle laissait son cœur s'ouvrir à quelque chose qui ne pourrait finir que dans la douleur. Mais elle ne pouvait s'arrêter. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la faisait se sentir importante, vue, précieuse. Et c'était addictif, comme rien de ce qu'elle avait déjà expérimenté. Les jours suivants apportèrent plus de rencontres. Édouard apparaissait plus fréquemment, trouvant toujours des excuses pour être là où était Claire. Ils parlèrent de tout et de rien, se découvrant des goûts communs, riant de petites choses. Il raconta ses projets pour agrandir le vignoble, parla du nouveau cheval qu'il avait acheté, du livre qu'il lisait. Elle, plus prudente, parlait du travail, des fleurs qui poussaient sur le chemin du lavoir, des histoires que les autres employés racontaient pendant le déjeuner. Claire n'avait toujours pas dit la vérité sur la raison de son départ de Saint-Benoît. Le mensonge sur le décès de son oncle et sa tante pesait sur sa conscience, surtout maintenant qu'elle sentait qu'elle construisait quelque chose de réel avec Édouard. Mais la peur de dire la vérité et de voir la déception dans ses yeux, de voir la confiance se transformer en mépris, était plus grande que la culpabilité. Alors, elle gardait le secret enfermé dans sa poitrine, une pierre lourde qu'elle portait seule. Ce fut à la mi-décembre que se produisit le moment qui allait tout changer entre eux. C'était un samedi après-midi et presque tous les travailleurs étaient allés au village pour leur jour de repos. Claire était restée car elle devait terminer un gros lot de linge. Elle était seule à la buanderie, fredonnant doucement en repassant une nappe, quand elle entendit un bruit étrange dehors. C'était un miaulement désespéré, aigu, qui venait de la direction de la grange.
Claire posa le fer et sortit en courant. Elle trouva un chaton coincé entre deux vieilles planches, si maigre qu'on aurait dit qu'il n'avait pas mangé depuis des jours. La petite bête griffait et miaulait, les yeux jaunes écarquillés de peur. Claire s'agenouilla sur le sol et commença à essayer de libérer le chaton, lui parlant d'une voix douce pour le calmer. Les planches étaient déclouées fermement et elle n'avait pas assez de force pour les arracher. C'est alors qu'elle sentit une présence derrière elle et une voix familière demanda ce qui se passait. Édouard avait entendu le bruit lui aussi. Quand il vit la situation, il n'hésita pas. Il s'agenouilla aux côtés de Claire, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de savon et de cuir. Ensemble, ils s'efforcèrent de libérer le chaton. Édouard utilisa un morceau de bois comme levier et réussit enfin à écarter les planches suffisamment pour que Claire puisse tirer l'animal au dehors. Le chaton s'agrippa à elle immédiatement, tremblant encore. Claire le serra contre sa poitrine, caressant ses petites oreilles, murmurant des mots de réconfort. Quand elle leva les yeux, elle trouva Édouard la regardant avec une expression qui fit s'arrêter son cœur. Ce n'était pas juste de l'attention ou de l'intérêt. C'était quelque chose de plus profond, de plus intense. C'était de l'admiration, de la tendresse et quelque chose d'autre qu'elle n'osait nommer. « Vous êtes gentille, dit-il d'une voix rauque, avec tout et tout le monde, même avec un chaton perdu. » Claire sentit son visage chauffer. « Il était perdu aussi, répondit-elle tout bas. Je sais ce que c'est que cette sensation. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir, révélant plus qu'elle ne le voulait. Édouard resta silencieux un moment, se contentant de la regarder. Puis, très lentement, il leva la main et écarta une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon, la replaçant derrière son oreille. Le contact fut léger comme une plume, mais envoya des ondes de chaleur dans tout le corps de Claire. « Vous n'êtes plus perdu !» dit-il à voix basse. « Vous êtes ici, vous êtes chez vous. » Ces mots simples brisèrent quelque chose à l'intérieur de Claire. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les empêcher, coulant chaudes sur ses joues. Elle détourna le visage rapidement, honteuse, mais Édouard toucha son menton avec douceur, l'obligeant à le regarder à nouveau. « Pas besoin de vous cacher, » dit-il avec une douceur qu'elle n'avait jamais entendue dans la voix d'un homme. « Pas de moi. » Et alors, il se passa quelque chose que Claire n'oublierait jamais. Édouard se pencha et embrassa son front, un baiser chaste et doux qui, d'une certaine manière, signifiait plus que toute autre chose. C'était une promesse, une reconnaissance, une déclaration silencieuse que ce qu'il y avait entre eux était réel. Ils restèrent là, agenouillés sur le sol poussiéreux de la grange, avec le chaton encore agrippé à la poitrine de Claire, se regardant simplement l'un l'autre. Il n'y avait plus moyen de nier, plus moyen de feindre qu'ils étaient juste maîtres et servantes, ayant des conversations polies. Quelque chose avait fleuri entre eux, profond et véritable, et il n'y avait plus de retour en arrière. Mais le monde ne leur permettrait pas de rester dans cette bulle pour toujours. La réalité revint sous la forme d'une calèche, remontant l'allée principale du domaine en cette même fin d'après-midi. Édouard et Claire, qui étaient retournés à leur tâche après le moment dans la grange, chacun tentant d'assimiler ce qui s'était passé, entendirent le bruit des roues et des chevaux. Édouard fronça les sourcils en voyant l'attelage. Il n'attendait pas de visite. Quand le véhicule s'arrêta devant le perron et que la porte s'ouvrit, son visage se ferma complètement. De l'intérieur descendit une femme élégante, d'une trentaine d'années, vêtue de vêtements de ville chers et modernes. Derrière elle vint une jeune fille plus jeune, jolie, portant une robe de voyage bleu clair. « Cousin Édouard !» s'exclama la femme plus âgée d'une voix forte et joyeuse. « Quelle merveilleuse surprise nous te préparons !» Laure Nogaret était arrivée, amenant avec elle sa fille Isabelle et une intention très claire. Elle avait entendu dire qu'Édouard était toujours seul, gaspillant sa vie et sa fortune dans un deuil éternel. Et elle avait la solution parfaite. Marier son cousin à sa fille, unir les propriétés familiales et ramener Édouard à une vie sociale convenable.
Édouard descendit les marches du perron avec une expression polie, mais froide. « Laure, dit-il en la saluant d'un baiser sur la joue, je ne savais pas que vous veniez, vous auriez dû prévenir. » La cousine rit comme si c'était une grande plaisanterie. « Voyons, cousin, nous sommes justement venus faire une surprise. » « Isabelle mourait d'envie de te voir, n'est-ce pas ma fille ?» Isabelle sourit timidement, faisant une révérence gracieuse. « Oncle Édouard, dit-elle d'une voix douce, le domaine est toujours aussi beau. » Laure passa son bras sous celui d'Édouard, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Nous allons rester quelques jours, d'accord? J'ai tant de choses à voir avec toi. Les affaires de famille, tu sais ce que c'est. » Claire observait tout cela de loin, depuis la fenêtre de la buanderie. Elle vit la femme élégante s'accrocher au bras d'Édouard, vit la jolie jeune fille lui sourire, vit les domestiques courir pour décharger les malles, et elle sentit son cœur sombrer dans sa poitrine. Bien sûr, comme elle avait été idiote, comment s'était-elle permis de rêver, même pour quelques jours, que quelqu'un comme Édouard pourrait s'intéresser vraiment à quelqu'un comme elle? Ces femmes étaient de son monde, élégantes, éduquées, de bonne famille. La plus jeune était belle, avec de jolies robes et l'air de celle qui n'avait jamais eu besoin de travailler un seul jour de sa vie. Claire regarda ses propres mains calleuses, sa robe vieille et délavée, ses pieds nus rêches. Que pensait-elle être? Une princesse de conte de fées? Elle s'éloigna de la fenêtre le cœur lourd, retournant au tas de linge qu'elle devait repasser. C'était mieux ainsi. Mieux valait se rappeler quelle était sa place avant de se blesser encore plus. Édouard avait été gentil avec elle, rien de plus. Peut-être même s'intéressait-il un peu de la façon dont les hommes s'intéressent à une distraction passagère, mais elle savait, elle avait toujours su au fond, qu'il n'y avait pas d'avenir ici. Les jours suivants furent une torture. Laure et Isabelle s'installèrent dans la grande maison comme si elles en étaient les maîtresses. Laure commandait Madame Amélie avec l'autorité de celle qui connaissait la maison depuis longtemps, faisait des plans pour des dîners et des promenades, parlait fort de réformes et de changements à faire. Isabelle suivait son père partout, NDT. Adaptation pour le contexte, ici c'est l'oncle dans le texte original, mais Laure appelle oncle par respect familial ou cousinage éloigné. On garde cousin pour Édouard et Laure. Isabelle suivait Édouard partout, me toujours apprêtée comme une poupée de porcelaine, souriant toujours de cet air doux et poli. Et Édouard semblait distant. Il ne venait plus à la buanderie, n'apparaissait plus près du fil à linge, ne cherchait plus Claire. Il était toujours occupé avec les visites, traîné par sa cousine dans des conversations sur les affaires et la famille, poussé subtilement en direction d'Isabelle. Claire voyait tout cela de loin et se sentait comme si elle avait une plaie ouverte dans la poitrine. Madame Amélie, qui observait toujours tout de ses yeux perçants, avait remarqué ce qui se passait entre Édouard et Claire avant l'arrivée de Laure. Et elle avait désapprouvé intensément. Elle avait aimé Béatrice, la défunte épouse, comme si c'était sa fille. L'idée qu'Édouard s'intéresse à une blanchisseuse temporaire, à une fille sans famille et sans nom, était offensante pour la gouvernante. Ce fut un matin, alors que Claire était seule à la cuisine finissant de laver la vaisselle du petit déjeuner, que Madame Amélie décida de mettre les choses au clair. « Tu crois que je n'ai rien vu, n'est-ce pas ?» dit la gouvernante d'une voix basse et dure. Les regards, les conversations, la façon dont tu t'animes toute quand il apparaît. Claire sentit son sang se glacer. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame », tenta-t-elle de nier, mais Madame Amélie fit un pas en avant. « Ne me prends pas pour une idiote, ma fille, j'ai tout vu, et je vais être très claire. Édouard Nogaret n'est pas pour toi. Il est veuf d'une femme merveilleuse, de bonne famille, éduquée, tout ce que tu ne seras jamais. Si tu penses pouvoir t'élever socialement en t'accrochant à lui, tu te trompes lourdement. » Les mots étaient cruels, mais Claire ne put répondre, car une part d'elle était d'accord. Madame Amélie continua, implacable.
Sa cousine est ici exactement pour empêcher ses bêtises. Elle va le marier à sa fille, comme il se doit. Les gens se marient avec des gens de leur rang. Et toi, ma chère, tu es une employée temporaire. Quand les vendanges et le travail de l'automne seront finis, tu partiras d'ici et tu seras oubliée avant même d'avoir franchi le portail. Claire serra les mains sur le bord de l'évier, luttant contre les larmes qui brûlaient derrière ses yeux. Elle ne donnerait pas à Madame Amélie la satisfaction de la voir pleurer. « J'ai compris, Madame », dit-elle d'une voix ferme, malgré le tremblement. « Puis-je retourner au travail maintenant ?» Madame Amélie l'étudia un long moment avant d'acquiescer. « Tu peux. Et souviens-toi de ce que j'ai dit. » Claire retourna à la buanderie, les jambes flageolantes. Chaque mot de Madame Amélie avait fait mouche, parce que c'était les mêmes choses qu'elle se disait déjà à elle-même. Tout était vrai. Elle n'était rien, n'avait rien, ne méritait rien de plus que ce qu'elle avait déjà. Mais le pire survint cet après-midi-là, quand Claire étendait du linge et entendit des voix venant de la terrasse. C'était Édouard et Laure qui discutaient. Elle savait qu'elle ne devait pas écouter, mais elle resta paralysée quand elle entendit son propre nom. Laure disait qu'elle avait entendu des rumeurs sur une nouvelle bonne qui attirait trop l'attention de son cousin. « Édouard, tu dois faire attention », disait la cousine sur un ton inquiet. « Une fille comme ça, sans famille, que personne ne connaît, peut être ici avec de mauvaises intentions. Combien d'histoires n'entendons-nous pas de femmes profitant de veufs riches ?» Claire serra le drap avec force, attendant la réponse d'Édouard. Son cœur battait si fort qu'il semblait que tous pouvaient l'entendre. Il y eut une longue pause avant qu'il ne réponde. « Claire n'est pas comme ça, dit-il d'une voix ferme. Mais alors Laure continua. « Comment le sais-tu, cousin? Connais-tu son passé? Sais-tu pourquoi elle a quitté sa ville précédente et si elle fuyait quelque chose ?» Un autre silence. Claire sentit les larmes couler enfin. Édouard ne savait rien de son passé parce qu'elle avait menti. Et Laure avait raison de questionner. Toute personne sensée questionnerait. Édouard répondit finalement, mais sa voix était plus basse, plus hésitante. « Tu as raison, dit-il. Je dois être plus prudent. » Claire n'attendit pas pour en entendre davantage. Elle lâcha le panier de linge et courut vers sa chambrette, verrouillant la porte derrière elle. Elle s'assit sur le lit et laissa enfin les larmes tomber librement. C'était tout de sa faute. Elle avait menti sur son oncle et sa tante, avait caché la vérité sur l'accusation de vol. Elle avait laissé Édouard penser qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Et maintenant, Laure plantait des doutes dans sa tête, des doutes légitimes que Claire ne pouvait contester sans révéler la vérité. Et si elle révélait la vérité, elle perdrait tout. Édouard penserait qu'elle l'avait trompée depuis le début, qu'elle était malhonnête, qu'elle était tout ce que Laure insinuait. Elle était prisonnière de son propre mensonge, sans issue. Ce soir-là, il y eut un dîner formel au château. Claire entendit le bruit des rires et des conversations, vit les fenêtres illuminées, sentit l'odeur de mets raffinés. Elle était allongée dans l'obscurité de sa petite chambre, regardant le plafond quand on frappa à la porte. C'était l'une des cuisinières demandant de l'aide car elles avaient trop de travail. Claire n'avait pas le choix. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux, mit son tablier le plus propre et alla à la cuisine. Elle passa la soirée à laver la vaisselle, essuyer des verres en cristal, organiser des plats. De temps en temps, elle entendait des éclats de rire venant de la salle à manger. Une fois, en apportant un plateau de douceur, elle passa par la porte entr'ouverte et vit Édouard assis en bout de table, avec Laure d'un côté et Isabelle de l'autre. La jeune fille était magnifique dans une robe vert foncé, les cheveux bouclés, riant de quelque chose qu'Édouard avait dit. Claire retourna à la cuisine et continua de travailler en silence, le cœur brisé en 1000 morceaux. C'était ainsi que cela devait être. Édouard à sa place, entouré de gens de son rang, et elle à l'arrière lavant leur vaisselle. C'était l'ordre naturel des choses. Elle avait été idiote de penser que cela pourrait être différent. Les jours s'étiraient. Édouard ne cherchait plus Claire.
Elle ne savait pas si c'était parce qu'il écoutait vraiment sa cousine ou parce qu'il n'avait simplement pas le temps avec tant de visites et d'engagements. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Ils ne se parlaient plus, ne se regardaient plus, existaient dans des mondes complètement séparés. Claire se jetait dans le travail avec une intensité presque désespérée. Elle se levait plus tôt, travaillait plus tard, prenait des tâches supplémentaires, n'importe quoi pour garder l'esprit occupé, pour ne pas penser à des yeux gris et des paroles gentilles, pour ne pas se souvenir du baiser sur le front qui avait tout signifié et semblait maintenant ne rien avoir signifié. Laure, pendant ce temps, avançait ses pions comme un général sur un champ de bataille. Elle organisait des promenades pour qu'Édouard et Isabelle restent seuls, parlait constamment de comment les deux feraient un couple parfait, commentait sur l'union des propriétés familiales. Isabelle, pour lui rendre justice, semblait sincèrement gentille et n'était pas coupable d'être utilisée comme pion dans les plans de sa mère. Mais sa présence constante aux côtés d'Édouard était comme du sel sur une plaie ouverte pour Claire. Ce fut par un après-midi de décembre, quand le froid commençait à mordre pour de bon, que tout atteignit sa limite. Claire était au bassin lavant du linge, les mains engourdies, tant l'eau était glacée. Le ciel était bouché, menaçant de tempête. Elle travaillait mécaniquement, perdue dans des pensées sombres, quand elle entendit des pas rapides approcher. C'était Daniel, le régisseur, l'air inquiet. « Claire, j'ai besoin de toi », dit-il sans détour. Madame Laure a fait un malaise, elle vomit et a une forte fièvre. Madame Amélie s'occupe d'elle, mais elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la petite Isabelle et de Monsieur Édouard. Il faut préparer du thé, un repas léger, ces choses-là. Les cuisinières sont toutes occupées avec le linge de lit qui doit être changé. Claire sentit la panique monter. Devoir aller à l'intérieur de la maison, devoir servir Édouard et Isabelle, devoir feindre que tout allait bien. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne, monsieur Daniel », commença-t-elle à dire, mais le régisseur se retournait déjà. « Tu l'es. Dépêche-toi, petite. C'est une urgence. » Il n'y avait pas moyen de refuser. Claire s'essuya les mains, ôta son tablier mouillé et se dirigea vers le château, le cœur battant la chamade. La cuisine était dans un chaos total, avec les domestiques courant d'un côté à l'autre. Madame Amélie apparut une seconde pour donner des ordres rapides. Claire allait préparer le thé et quelque chose de léger à manger, l'apporter au salon, servir, et ensuite revenir aider pour le reste. Claire prépara le thé avec des mains tremblantes, organisa un plateau avec des biscuits et du pain frais, et marcha le long du couloir jusqu'au salon. Elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer. Édouard et Isabelle étaient assis près de la cheminée, conversant à voix basse. Quand Claire entra, Édouard leva les yeux et elle vit quelque chose passer sur ce visage qu'elle connaissait si bien. Surprise, soulagement et quelque chose d'autre qui fit bondir son cœur. « Bonsoir », dit Claire d'une voix basse, faisant une petite révérence. « J'ai apporté du thé et de quoi manger. » Isabelle sourit avec reconnaissance. « C'est gentil, merci. Comment va maman ?» Claire expliqua que Madame Amélie s'en occupait, que c'était probablement quelque chose qu'elle avait mangé, que ça allait passer. Pendant qu'elle servait le thé, Claire pouvait sentir le poids du regard d'Édouard sur elle. Ses mains tremblaient tant qu'elle faillit renverser la tasse. Isabelle, étrangère à la tension dans l'air, parlait de combien il avait été effrayant de voir sa mère se sentir mal si soudainement, de la chance que le domaine ait des gens si serviables. « Vous êtes la Claire que maman a mentionnée, n'est-ce pas ?» demanda Isabelle soudainement. « La nouvelle blanchisseuse ?» Claire hocha la tête, sans savoir ce que Laure avait dit sur elle. Isabelle continua, innocente. « Maman a dit que vous travaillez très bien, que la maison n'a jamais été aussi organisée. » C'était inattendu. Claire était sûre que Laure n'avait rien de bon à dire sur elle. « Merci, mademoiselle, » dit-elle tout bas. « Excusez-moi, je dois retourner à la cuisine. » Elle était presque à la porte quand elle entendit la voix d'Édouard pour la première fois depuis des jours. « Claire, attendez !» Elle s'arrêta, dos à lui, la main sur la poignée. « Merci !» dit-il d'une voix chargée de sens, « pour votre aide. »
Elle hocha simplement la tête et sortit, mais son cœur s'emballait. Ces deux mots simples avaient porté tout ce qui ne pouvait être dit. « Tu me manques, je pense à toi, je n'ai pas oublié. » Ou peut-être n'était-ce que des illusions d'une fille trop amoureuse pour voir la réalité. Laure Nogaret mit 3 jours à se remettre complètement. 3 jours durant lesquels Claire dut entrer et sortir de la maison plusieurs fois, toujours la tête basse, toujours feignant de ne pas sentir le regard d'Édouard suivre chacun de ses mouvements. 3 jours durant lesquels le silence entre eux criait plus fort que n'importe quel mot. Ce fut le 4e jour, quand Laure descendit enfin pour le petit déjeuner encore pâle, mais décidée, que tout commença à s'effondrer. Claire était à la cuisine, aidant à préparer les plateaux, quand elle entendit Madame Amélie parler avec l'une des employées d'une lettre qui était arrivée. Une lettre de Saint-Benoît, adressée à Monsieur Édouard. Le sang de Claire se glaça dans ses veines. Elle savait, avec cette certitude qui vient des entrailles, que cette lettre n'apportait rien de bon. Ses mains commencèrent à trembler si fort qu'elle dut lâcher la tasse qu'elle tenait avant qu'elle ne se brise. Daniel apparut à la porte de la cuisine appelant Claire, disant que le maître voulait lui parler dans le bureau. Le chemin jusqu'au bureau parut durer une éternité et une seconde en même temps. Claire sentait ses jambes faibles, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir par la bouche. Elle frappa à la porte et entendit la voix grave d'Édouard, lui ordonnant d'entrer. Il était assis derrière le bureau en acajou, la lettre ouverte devant lui. Son visage était impénétrable, ses yeux gris l'étudiant avec une intensité qui faisait mal. Debout à côté du bureau, avec une expression de victoire mal dissimulée, se trouvait Laure. Et dans le coin, les yeux écarquillés de curiosité, Isabelle. Édouard montra la chaise devant le bureau. « Asseyez-vous, Claire. » Ce n'était pas une demande. Elle s'assit au bord de la chaise, les mains entrelacées sur ses genoux si serrés que ses jointures blanchirent. Le silence s'étira de longues secondes avant qu'Édouard ne parle enfin. « J'ai reçu une lettre de Monsieur Auguste Vasseur de Saint-Benoît, dit-il, d'une voix soigneusement neutre. Il dit être votre oncle. » La pièce commença à tourner. Claire ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Édouard continua, implacable. « Selon lui, vous n'êtes pas parti de Saint-Benoît parce que votre oncle et votre tante sont décédés, comme vous l'avez dit. Vous avez été chassé de leur maison après avoir été accusé d'avoir volé une broche en or de la famille. » Les mots tombèrent comme des pierres, chacun brisant un morceau du monde que Claire avait essayé de construire. Elle ne parvenait pas à regarder Édouard, ne pouvait supporter de voir la déception, la colère, le mépris qui serait sûrement sur ce visage. Laure fit un pas en avant d'une voix pleine de satisfaction. « Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, » dit la cousine d'Édouard. Une fille apparaissant de nulle part, sans référence, sans histoire. « Édouard, tu dois la renvoyer immédiatement. Qui sait ce qu'elle peut encore voler dans cette maison? Qui sait si même l'intérêt qu'elle a montré pour toi ne faisait pas partie d'un plan ?» Ces derniers mots firent enfin lever les yeux à Claire, et ce qu'elle vit sur le visage d'Édouard était pire que la colère. C'était de la peine de quelqu'un qui avait fait confiance et découvert qu'il avait été trompé. « Je veux l'entendre de votre bouche, » dit-il d'une voix basse et tendue. « Est-ce vrai? Avez-vous menti à propos de votre oncle et tante? Sur la raison de votre départ de Saint-Benoît ?» Claire sentit les larmes brûler ses yeux, mais cligna fort pour les retenir. Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas utiliser les larmes pour acheter de la pitié. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement. « J'ai menti, mon oncle et ma tante ne sont pas morts. Ils m'ont chassé de la maison. »« Parce que tu as volé », interrompit Laure sur un ton accusateur. « Non », répondit Claire en regardant directement Édouard, seulement lui. « Je n'ai pas volé, je n'ai jamais rien volé de ma vie. J'ai été accusé d'avoir volé une broche qui a disparu chez eux, mais je ne l'ai pas prise. Je le jure sur la mémoire de ma mère que je ne l'ai pas prise. » Édouard passa la main sur son visage, semblant soudainement fatigué. « Et vous pensez que je vais croire votre parole maintenant ?»
après avoir découvert que vous avez menti depuis le premier jour? La douleur dans cette question était comme un couteau dans le cœur de Claire. Elle comprit alors qu'elle avait perdu. Elle avait tout perdu. Le mensonge, même raconté par peur et désespoir, avait détruit toute chance qu'ils auraient pu avoir. Elle se leva de la chaise, les jambes flageolantes. « Je m'en vais, dit-elle d'une voix brisée. Aujourd'hui même, pas besoin de me renvoyer. Je pars de moi-même. Je suis désolée d'avoir menti. Je suis désolée pour tout. » Et avant que quiconque ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle sortit du bureau presque en courant, les larmes coulant enfin librement sur son visage. Claire courut jusqu'à sa chambrette et commença à jeter ses quelques affaires dans la valise en carton. Ses mains tremblaient tellement qu'elle arrivait à peine à plier les vêtements. Le chaton qu'elle avait sauvé des semaines plus tôt et qu'elle avait adopté était couché sur le lit, la regardant de ses yeux jaunes confus. Elle le prit et le serra contre sa poitrine, laissant ses larmes mouiller sa fourrure douce. Elle avait été idiote, si idiote. Elle aurait dû dire la vérité dès le début. Elle aurait dû faire confiance à Édouard. Mais la peur avait été plus grande. Et maintenant, elle en payait le prix. Elle allait retourner sur la route, sans destination, sans espoir, sans rien. Au moins cette fois, elle avait un chaton pour lui tenir compagnie dans la solitude. Elle fermait sa valise quand elle entendit des coups urgents à la porte. C'était Daniel, essoufflé. « Claire, ne pars pas encore », dit-il d'une voix pressée. « Monsieur Édouard te cherche. Il dit qu'il a besoin de te parler à nouveau. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas lui parler, monsieur Daniel. C'est mieux ainsi. Je m'en vais et c'est tout. »« Petite, écoute ce que je vais te dire. » dit le régisseur d'une voix ferme mais gentille. « Je suis sur ce domaine depuis 40 ans. J'ai vu monsieur Édouard naître, grandir, se marier, perdre sa femme. Et ces 3 dernières années, je l'ai vu mourir de l'intérieur, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien de l'homme qu'il était. Jusqu'à ce que tu arrives. Tu l'as ramené à la vie, petite. N'importe quel aveugle le voit. » Claire secoua la tête désespérément. « Ça n'a pas d'importance maintenant. Je lui ai menti. Il ne me fera plus jamais confiance. » Daniel fit un pas dans la chambre. « Tu as menti par peur ou par méchanceté ?» Elle leva ses yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Par peur. J'avais tellement peur d'être jetée dehors à nouveau, de perdre le seul endroit qui m'avait accueilli. »« Alors, laisse-le savoir ça, » dit le vieux régisseur avec conviction. « Raconte toute la vérité. S'il ne te croit pas, alors oui, tu partiras. Mais au moins, essaie. » Avant que Claire ne puisse répondre, une autre voix vint de la porte. « Et je pense que vous devriez écouter Daniel. » Et c'était Isabelle, la fille de Laure, debout dans le couloir avec une expression déterminée. Claire la regarda surprise. La jeune fille entra dans la petite chambre et ferma la porte derrière elle. « J'ai besoin de te dire une chose, » dit Isabelle à voix basse. « Ma mère a tort à ton sujet. Je le sais parce que j'ai passé les derniers jours à observer. J'ai vu la façon dont tu travailles, le soin que tu as avec chaque chose, la gentillesse avec tous. Et surtout, j'ai vu la façon dont tu regardes l'oncle Édouard. Ce n'est pas de la comédie. Personne ne peut feindre ce qu'il y a dans tes yeux quand tu le regardes. » Claire sentit de nouvelles larmes jaillir. « Mais j'ai menti, » murmura-t-elle. « Comment va-t-il me faire confiance maintenant ?» Isabelle prit les mains de Claire dans les siennes. « Parce que tu vas dire la vérité, toute la vérité, et tu vas le laisser décider. » Elle hésita puis continua. « Je dois te dire autre chose. Maman me force à feindre que je suis intéressée par l'oncle Édouard. Elle veut ce mariage parce que ses terres jouxtent les nôtres. Mais je ne l'aime pas. Je ne le connais même pas vraiment. Et il ne m'aime pas non plus. Il t'aime, toi. » Le cœur de Claire fit un bond douloureux. « Vous ne savez pas ça, » dit-elle, en secouant la tête. « Si, je le sais, » répondit Isabelle avec un sourire triste, « parce que c'est de la même façon que je regarde le fils du régisseur de notre domaine. »
Un amour qui ne peut exister à cause des différences sociales. Mais tu sais la différence entre toi et moi, tu as la chance de lutter pour ton amour. L'oncle Édouard n'a pas de famille pour le forcer à quoi que ce soit. Il est libre de choisir. Alors donne-lui cette chance, laisse-le choisir. Les mots d'Isabelle plantèrent une minuscule graine d'espoir dans le cœur brisé de Claire. Était-ce possible? Édouard pourrait-il lui pardonner, la croire, la vouloir encore après tout? Daniel toucha légèrement son épaule. Il t'attend sur la terrasse arrière, petite. Vas-y. Claire s'essuya le visage avec les mains, prit une profonde inspiration et sortit de la chambre, les jambes tremblantes. Le chemin jusqu'à la terrasse arrière était court, mais parut des kilomètres. Édouard était de dos, appuyé à la balustrade, regardant les vignes nues qui s'étendaient à perte de vue. Il ne se retourna pas quand il entendit ses pas, mais sa posture devint encore plus rigide. « Vous avez demandé à me parler », dit Claire d'une voix basse. Il y eut un long silence avant qu'Édouard ne se retourne enfin. Son visage était fatigué, marqué par des nuits sans sommeil, mais ses yeux portaient encore cette intensité qui faisait s'emballer son cœur. « Je veux que vous me racontiez tout, dit-il. Depuis le début, la vérité complète, sans mensonge cette fois. » Et Claire raconta. Elle raconta qu'elle était orpheline depuis ses 8 ans, qu'elle avait vécu chez son oncle et sa tante par charité, les 16 années où elle avait été traitée comme un fardeau. Elle raconta la broche qui avait disparu, l'accusation qui était tombée sur elle sans enquête, l'expulsion sans chance de défense. Elle raconta la marche désespérée jusqu'au domaine, la peur d'être jetée dehors à nouveau si quelqu'un savait la vérité. Elle raconta tout, les larmes coulant sur son visage, la voix se brisant plusieurs fois, mais sans s'arrêter jusqu'à ce que chaque mot ait été dit. Quand elle eut terminé, elle resta silencieuse, attendant le verdict. Édouard avait tout écouté sans interrompre, sans changer d'expression. Maintenant, il la regardait avec ses yeux gris qu'elle avait appris à aimer, et elle ne parvenait pas à lire ce qu'il y avait dedans. Finalement, il parla. « Vous m'avez menti. » L'affirmation vint sans colère, juste comme un constat de fait. Claire hocha la tête. « J'ai menti, par peur et désespoir, mais j'ai menti. Je n'ai pas d'excuse. » Édouard fit un pas vers elle. « Mais vous n'avez pas volé la broche. » Ce n'était pas une question. Elle secoua la tête avec véhémence. « Je jure que je n'ai pas volé. Je ne volerai jamais. Je préfère mourir de faim. »« Je sais, » dit simplement Édouard. Claire leva les yeux, surprise. « Comment ?» Il eut un petit sourire, sans humour. « Parce que j'ai passé les dernières semaines à vous observer. J'ai vu le soin que vous avez avec chaque objet de cette maison, même les plus simples. J'ai vu que vous avez rendu une pièce de monnaie trouvée sur le sol de la buanderie à Madame Amélie. J'ai vu que vous avez réparé une tasse cassée avec de la colle au lieu de la jeter, inquiète de sa valeur. J'ai vu qui vous êtes, Claire. Et qui vous êtes n'est pas une voleuse. » Les larmes venaient maintenant de soulagement, de gratitude, de quelque chose qu'elle n'osait nommer. « Alors vous me croyez ?» Édouard hocha lentement la tête. « Je vous crois, mais je suis encore blessé que vous ne m'ayez pas fait confiance dès le début. » Elle sanglota. « Je sais. Pardon. J'aurais dû faire confiance, mais j'avais si peur. Toute ma vie, les gens m'ont jeté. Je n'aurais pas supporté si vous aviez fait la même chose. » Édouard ferma la distance entre eux en 2 longues enjambées. Ses mains prirent le visage de Claire, avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Je ne vous aurais jamais jeté, » dit-il d'une voix rauque. « Jamais. Vous ne comprenez pas ? Vous avez ramené la lumière dans ma vie. Pour la première fois en 3 ans, je me réveille et j'ai une raison de vouloir que la journée commence. Vous m'avez fait me sentir vivant à nouveau. » Claire ne parvenait plus à respirer correctement. Son cœur battait si vite qu'il semblait qu'il allait exploser. « Mais je ne suis rien, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas de famille, pas de dot, pas d'éducation raffinée. Laure a raison, je ne suis pas faite pour vous. Les gens vont parler, vont vous mépriser de vous lier avec quelqu'un comme moi. » Édouard passa ses pouces sur ses joues, essuyant les larmes. « Vous pensez que je me soucie de ce que les gens vont dire ?
Vous pensez qu'un titre ou de l'argent signifie quelque chose comparé à ce que je ressens quand je suis près de vous? Claire, j'étais mort. J'ai enterré mon cœur avec Béatrice et j'ai cru que je ne réussirais jamais à ressentir à nouveau. Et alors, vous êtes apparu, avec vos yeux tristes et votre dignité têtue, et vous m'avez montré que j'étais encore vivant. Si vous aimez cette histoire d'amour véritable, laissez un j'aime et partagez avec quelqu'un de spécial. Mais et Isabelle, demanda Claire d'une voix tremblante, et votre cousine, et toute votre famille attendant que vous fassiez un beau mariage. Édouard lâcha un petit rire bref. Isabelle est intéressée par le fils du régisseur de son domaine, pas par moi. C'est elle-même qui me l'a raconté hier, et ma cousine peut attendre tant qu'elle voudra. Je ne me marierai pas par convenance. Je l'ai déjà fait une fois. Claire cligna des yeux, surprise. Vous n'aimiez pas Béatrice? Il devint sérieux. Je l'aimais bien, je la respectais, mais ce n'était pas le grand amour, c'était un mariage arrangé par les familles. J'ai découvert la différence seulement maintenant, avec vous. Maintenant, je sais ce qu'est l'amour véritable. C'est ça, ici. C'est ce serrement dans la poitrine quand vous souriez. C'est cette peur de vous perdre. C'est ce besoin de vous voir heureuse par-dessus tout. Ces mots brisèrent la dernière résistance de Claire. Elle laissa les larmes couler librement maintenant, mais c'étaient des larmes de bonheur, de soulagement, d'amour partagé. Édouard la tira dans une étreinte forte, la tenant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Elle enfouit son visage dans son torse, sentant l'odeur de savon et de soleil, entendant les battements forts de son cœur contre son oreille. Ils restèrent ainsi de longues minutes, se tenant simplement, laissant passer la tempête. Finalement, Édouard s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Claire Vasseur, dit-il d'une voix ferme et claire, je veux que vous restiez ici, pas comme employée, mais comme la femme que je choisis pour partager ma vie. Je sais que c'est tôt, je sais que vous devez être effrayé, mais j'ai besoin que vous connaissiez mes intentions. Je veux vous faire la cour de façon honorable et convenable. Je veux que tous sachent que vous êtes importante pour moi. Et quand vous serez prête, si vous le voulez, je veux vous demander en mariage. » Claire ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Cela ressemblait à un rêve, semblait impossible, semblait tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer pour sa vie. « Mais les gens vont parler, » murmura-t-elle. « Ils vont dire que vous êtes fou, que je suis une profiteuse, que je ne conviens pas. »« Qu'ils parlent, » répondit Édouard avec conviction. « Je m'en fiche. La seule opinion qui compte est la vôtre. Alors dites-moi Claire, me voulez-vous aussi, ou suis-je en train de tout mal interpréter ?» Elle regarda cet homme qui lui avait donné du travail quand personne d'autre ne le ferait, qui avait vu de la valeur en elle quand elle-même n'en voyait pas, qui avait choisi de croire sa parole contre l'épreuve. Comment ne pas l'aimer? « Je vous aime, » dit-elle simplement, laissant les mots sortir du cœur directement vers la bouche. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je vous aime. Et j'ai peur que tout cela soit un rêve et que je me réveille sur la route sans rien. Édouard sourit, un sourire véritable qui illumina son visage entier. Ce n'est pas un rêve, promit-il. Et alors, lentement et prudemment, lui laissant le temps de refuser si elle le voulait, il baissa le visage et embrassa ses lèvres. Ce fut un baiser doux, respectueux, mais chargé de promesses. Claire sentit comme si le monde entier s'était arrêté à cet instant, comme s'ils n'étaient que deux, là. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Édouard appuya son front contre le sien, souriant. « Je vais faire ça bien, » promit-il. « Je vais vous faire la cour comme vous le méritez. Mais d'abord, je dois régler une situation. » Il redressa les épaules et tendit la main. « Venez avec moi. » Ils retournèrent à l'intérieur de la maison, main dans la main. Claire était nerveuse, effrayée de ce qui allait se passer, mais la présence solide d'Édouard à ses côtés lui donnait du courage. Ils trouvèrent Laure, Isabelle et Madame Amélie dans le salon. Laure se leva immédiatement en les voyant entrer, main dans la main, l'air scandalisé. « Édouard, qu'est-ce que ça signifie ?» exigea de savoir la cousine. «
il ne lâcha pas la main de Claire. Cela signifie que Claire va rester dans ce domaine, non pas comme employée, mais comme mon invitée. Je vais lui faire la cour comme il se doit, et si elle accepte, je l'épouserai. Laure devint pâle. « As-tu perdu la tête? Épouser une domestique accusée de vol? Elle n'est pas une voleuse, dit Édouard d'une voix dure. Et même si elle l'était, ce serait mon problème, pas le tien. Je te remercie de ta préoccupation, Laure, mais je n'ai pas besoin d'aide pour choisir avec qui je vais passer le reste de ma vie. » La cousine ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, clairement choquée. Isabelle, cependant, souriait. « Je trouve ça magnifique, oncle Édouard, » dit la jeune fille. « Tout le bonheur pour vous. » Madame Amélie, étonnamment, resta silencieuse. La gouvernante regarda d'Édouard à Claire et inversement évaluant. Finalement, elle soupira profondément. « Si c'est ce que monsieur veut, dit-elle d'une voix lasse, qui suis-je pour interférer ?» Mais elle regarda Claire avec avertissement. « Cette maison a été celle de Madame Béatrice. J'espère que vous la traiterez avec le respect qu'elle mérite. » Claire hocha la tête avec ferveur. « Je le ferai, Madame Amélie. Je le promets. » La gouvernante fit un signe de tête et sortit de la pièce, ayant clairement besoin de digérer tout cela seule. Laure, furieuse, annonça qu'elle partait le lendemain. « Je ne resterai pas ici pour être témoin de ce scandale, » dit-elle d'une voix indignée. « Isabelle, nous partons demain matin. » À la surprise de tous, Isabelle secoua la tête. « Je ne pars pas, maman. Je vais rester quelques jours de plus. Je veux mieux connaître le domaine, et le régisseur Daniel a dit que son fils rentrait de voyage demain. Je suis curieuse. » La façon dont elle dit cela, avec une étincelle dans les yeux, fit comprendre à Laure exactement ce qui se passait. Sa fille aussi était tombée amoureuse de quelqu'un d'inapproprié. « Vous êtes tous devenus fous, » dit la cousine, avant de quitter la pièce en tapant du pied. Laure partit le lendemain comme promis, ne laissant que récriminations et menaces vides de raconter le scandale à toute la famille. Isabelle resta 3 jours de plus, temps suffisant pour rencontrer Gabriel, le fils de Daniel, et confirmer que ce qu'elle ressentait était réel. Quand elle partit, ce fut avec la promesse de revenir bientôt et un sourire sur le visage qui ne trompait personne. Les jours suivants furent des jours d'adaptation. Édouard fit comprendre à tout le monde au domaine que Claire n'était plus une employée. Elle s'installa dans une des chambres d'amis du château, reçut des vêtements neufs et convenables, commença à apprendre la gestion du domaine à ses côtés. Daniel fut un allié dès le début, traitant Claire avec le respect dû. Les autres employés mirent plus de temps, mais finalement la gentillesse constante de Claire conquit la majorité. Madame Amélie fut la plus difficile. La gouvernante observait tout de ses yeux critiques, attendant que Claire commette une erreur qui prouverait qu'Édouard avait tort. Mais Claire ne commit pas d'erreur. Elle apprit vite, travailla dur là où c'était nécessaire, traita tout le monde avec respect et surtout prit soin d'Édouard avec un dévouement qui brisa lentement les barrières de la vieille gouvernante. La cour fut lente et respectueuse. Édouard ne voulait pas que quiconque, surtout Claire, pense qu'il profitait de sa situation de vulnérabilité. Ils passaient leur journée ensemble, chevauchant à travers les vignes, discutant des heures sur la terrasse, dînant côte à côte. Édouard lui parlait du domaine, de ses rêves et de ses projets. Claire lui racontait son enfance, la mère dont elle se souvenait à peine, les peurs qu'elle portait encore. Ce furent des moments de flirt indirect, ce genre qui réchauffe le cœur. La façon dont Édouard trouvait des excuses pour effleurer sa main quand il se passait des documents. La façon dont Claire souriait quand il entrait dans la pièce. Les blagues privées que seuls eux deux comprenaient. Les regards qui s'attardaient une seconde de trop. La façon dont il demandait toujours son avis sur les décisions du domaine. La manière dont elle laissait le café prêt tous les matins comme il l'aimait. L'amour grandissait non seulement dans les grands gestes romantiques, mais dans ces petits moments du quotidien, dans le soin mutuel, le respect, le partenariat qui se formait naturellement entre eux.
Ce fut par une nuit de printemps, l'air empli du parfum des fleurs, qu'Édouard la demanda formellement en mariage. Il l'emmena au jardin où ils avaient sauvé le chaton ensemble, s'agenouilla sur la terre humide et dit des mots simples mais profonds. « Claire, vous m'avez fait croire à nouveau en l'amour, vous m'avez donné l'envie de me réveiller chaque jour, vous m'avez fait sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Accepteriez-vous d'être mon épouse, non par convenance ou devoir, mais par amour véritable ?» Claire pleurait, mais c'étaient des larmes de pur bonheur. « Oui », répondit-elle d'une voix tremblante, « 1000 fois oui. » Édouard glissa une bague en or simple mais belle à son doigt, l'attira pour un baiser qui scella la promesse, et pour la première fois de leur vie, tous deux sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Le mariage eut lieu en mai, quand les jardins étaient de nouveau en fleurs et que le ciel était d'un bleu parfait. Ce fut une cérémonie simple dans la chapelle du domaine, avec seulement les proches présents. Daniel fut le témoin. Isabelle revint pour être demoiselle d'honneur, et même Madame Amélie était là, les yeux humides malgré son expression sérieuse. Claire portait une robe blanche simple mais élégante, avec des fleurs dans les cheveux. Édouard ne la quitta pas des yeux durant toute la cérémonie. Quand le prêtre demanda s'il acceptait Claire comme épouse, sa réponse vint ferme et claire. « J'accepte, pour toujours. » Et quand vint son tour, Claire regarda dans les yeux gris de l'homme qui lui avait tout donné et répondit avec la même certitude. « J'accepte, pour toujours. » Le baiser qui scella l'union fut applaudi par tous les présents. Pour la première fois de leur vie, tant Édouard que Claire se sentirent complets. Deux âmes blessées qui s'étaient trouvées au bon moment, au bon endroit et qui avaient choisi de guérir ensemble. Les années passèrent et le domaine Sainte-Claire prospéra de manière que personne n'aurait pu prévoir. Claire, désormais Madame Nogaret, prouva être non seulement une épouse dévouée, mais une administratrice née. Elle mit en place des améliorations des conditions des travailleurs, créa une petite école pour les enfants des employés, transforma une partie des jardins en potager communautaire. Le domaine devint connu non seulement pour la qualité de son vin, mais pour la façon juste et humaine dont il traitait ses travailleurs. Édouard s'épanouissait à ses côtés. L'homme sombre et fermé qu'il avait été durant les 3 années de veuvage avait complètement disparu. Maintenant, il souriait facilement, riait fort, vivait pleinement. Lui et Claire travaillaient côte à côte tous les jours, prenaient les décisions ensemble, rêvaient ensemble. Madame Amélie finit par se rendre. Il fut impossible de continuer à résister à la gentillesse persistante de Claire, à l'amour évident entre elle et Édouard, et surtout à la façon dont Claire honorait la mémoire de Béatrice sans jalousie ni ressentiment. La gouvernante devint l'une des plus grandes alliées de Claire, lui enseignant tout sur l'administration de la maison, les secrets du domaine, la façon de gérer les complexités de la vie rurale. Isabelle épousa Gabriel, le fils de Daniel, causant un scandale similaire dans sa famille. Mais inspirée par le courage d'Édouard et Claire, elle affronta sa mère et choisit son propre chemin. Les deux couples devinrent des amis proches, se rendant visite fréquemment, riant ensemble de la façon dont l'amour véritable avait défié toutes les conventions sociales. 3 ans après le mariage, par un matin ensoleillé, Claire découvrit qu'elle attendait un bébé. Édouard pleura quand elle le lui dit, s'agenouillant pour embrasser son ventre encore plat, murmurant des promesses à l'enfant qui grandissait là. Cette fois, ce serait différent, jura-t-il. Cette fois, il n'y aurait que de la joie, pas de tragédie. Et ce fut différent. En novembre 1915, Claire donna naissance à une fille en bonne santé aux yeux gris comme son père et aux cheveux châtains comme sa mère. Ils l'appelèrent Sophie. Et quand Édouard tint sa fille pour la première fois, avec Claire fatiguée mais rayonnante dans le lit à côté, il sentit le dernier morceau de douleur du passé guérir enfin. 2 ans plus tard, vint un garçon, qu'ils appelèrent Michel. Et 3 ans après lui, une autre fille, Hélène. Le domaine Sainte-Claire se remplit de rires d'enfants, de courses dans les couloirs, de vie vibrante et bruyante. Claire, qui avait passé sa vie entière à se sentir invisible et indésirable, était maintenant entourée d'amour de tous côtés.
Un après-midi, presque 10 ans après cette arrivée désespérée avec une valise éventrée, Claire était sur la terrasse observant Édouard jouer avec les enfants dans le jardin. Sophie, maintenant âgée de 9 ans, courait après des papillons. Michel, 7 ans, essayait de grimper à un arbre. Hélène, 4 ans, était assise sur les genoux de son père réclamant une histoire. Daniel, maintenant âgé de 70 ans mais encore robuste, vint s'asseoir à côté d'elle. « Qui l'eût cru, hein, Madame Claire ?» dit le vieux régisseur avec un sourire. « Cette fille maigre et effrayée qui est arrivée ici deviendrait la dame la plus respectée de la région. » Claire sourit, mais c'était un sourire avec une pointe de tristesse. Parfois, j'ai encore peur de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve, confessa-t-elle tout bas, que je serais de retour sur la route, sans rien, sans personne. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas un rêve, petite, c'est la vie que tu as construite avec courage et amour. Tu mérites chaque morceau de ce bonheur. Ce soir-là, quand les enfants dormaient et que la maison était silencieuse, Claire et Édouard s'assirent ensemble sur la terrasse regardant les étoiles. Édouard passa son bras autour de ses épaules, l'attirant contre lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-il de cette voix qui faisait encore accélérer son cœur après toutes ces années. Claire se blottit contre lui. « Je pense à combien la vie est étrange, » dit-elle doucement. « Il y a 10 ans, je n'étais rien. Je n'avais rien, je n'étais rien. Je pensais que j'allais mourir seul et oublié, et maintenant regarde où je suis. » Édouard embrassa le sommet de sa tête. « Tu n'as jamais été rien, Claire. J'ai juste été le premier à avoir la chance de voir qui tu étais vraiment. » Elle leva le visage pour le regarder. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Non, mon amour. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. J'étais mort de l'intérieur, vivant, mais pas vraiment en vie. Tu m'as ramené. Nous nous sommes sauvés ensemble. » Et il l'embrassa avec toute la tendresse et la passion que 10 ans de mariage n'avaient pas réussi à diminuer. Les années continuèrent de passer. Les enfants grandirent, forts et heureux, entourés d'amour et d'opportunités que Claire n'avait jamais eues. Sophie devint institutrice, consacrant sa vie à éduquer les enfants de la région. Michel reprit la gestion du domaine aux côtés de son père, prouvant avoir hérité de l'amour, de la terre de ses 2 parents. Hélène devint médecin, la première femme de la région à étudier la médecine, inspirée par le courage de sa mère qui avait défié toutes les conventions. Claire ne retourna jamais à Saint-Benoît. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait construit sa propre famille, son propre héritage, sa propre place dans le monde. Mais une fois, bien des années plus tard, elle reçut une lettre. C'était de son cousin Gabriel, maintenant adulte, racontant qu'ils avaient retrouvé la broche de la grand-mère. Elle était au fond d'un tiroir de la cousine Renée, tombée entre de vieux vêtements. L'accusation contre Claire avait été une erreur, une terrible injustice. Gabriel présentait des excuses au nom de la famille. Claire lut la lettre, la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. Elle ne ressentit ni colère, ni satisfaction pour la vindicte tardive. Juste une paix profonde. Cette fille qui avait été accusée et chassée n'existait plus. À sa place se trouvait une femme forte, aimée, respectée, qui avait construit une belle vie sur les cendres de la douleur. Édouard, maintenant aux cheveux complètement gris, mais toujours avec ses yeux gris perçants, la trouva sur la terrasse cet après-midi-là. Il vit la lettre dans sa main et demanda ce que c'était. Elle raconta et il l'étreignit fort. « Je savais que tu étais innocente, » dit-il avec conviction. « Je l'ai toujours su. » Claire sourit contre sa poitrine. « Que serais-je devenue si tu ne m'avais pas cru ce jour-là » demanda-t-elle. Édouard l'écarta un peu pour la regarder dans les yeux. « Que serais-je devenu si tu n'étais pas arrivé ici ?» répondit-il. « Nous étions 2 morceaux brisés qui se sont emboîtés parfaitement. C'était le destin. » Elle rit, ce rire léger et heureux qu'il aimait tant. « Tu crois au destin ?» Il hocha la tête. « Je crois qu'il existe une personne qui nous complète, et tu es la mienne. » L'histoire d'Édouard et Claire devint une légende dans la région.
On racontait l'histoire du veuf riche qui avait défié toutes les conventions pour épouser une blanchisseuse sans famille. Comment cet amour improbable était devenu le plus fort et le plus vrai que quiconque ait jamais vu. Comment ils avaient prouvé que l'amour ne connaît pas de classe sociale, que le cœur choisit qui il choisit et que les plus belles histoires sont celles que personne n'attend. Madame Amélie, avant de mourir à 85 ans, appela Claire à son chevet. La vieille gouvernante, qui avait tant résisté au début, prit la main de Claire avec une force surprenante. « J'avais tort à ton sujet », dit-elle d'une voix faible mais ferme. « Tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette maison depuis que je suis ici. Béatrice t'aurait aimée, et je t'aime aussi, ma fille. Merci d'avoir si bien pris soin de mon garçon. » Claire pleura, tenant la main de la vieille dame jusqu'à la fin. Ce fut un autre adieu dans sa vie, mais cette fois elle avait une famille entière pour partager la douleur et le deuil. Des décennies passèrent. Claire et Édouard vieillirent ensemble, côte à côte, affrontant les joies et les tristesses que la vie apporta. Ils virent naître leurs petits-enfants, virent le domaine prospérer encore plus, virent le monde changer autour d'eux. Mais une chose ne changea jamais, l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Par un après-midi d'automne, alors qu'ils étaient tous deux septuagénaires, Édouard trouva Claire dans le jardin où ils avaient sauvé le chaton des décennies plus tôt. La petite bête avait vécu de nombreuses années et était partie en paix, mais le jardin restait l'endroit favori de tous deux. Édouard s'assit sur le banc à côté d'elle, prit sa main ridée et entrelaça ses doigts aux siens. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-il. Claire réfléchit un long moment. « Je regrette d'avoir menti au début, » dit-elle honnêtement. « Mais même cela a fini par être important, car cela m'a appris à faire confiance. Alors non, je ne regrette rien. Tu m'as donné la vie la plus belle que j'aurais pu rêver. Tu m'as donné une famille, de l'amour, un but. Tu m'as tout donné. » Édouard porta la main de sa femme à ses lèvres et l'embrassa légèrement. « Tu m'as donné plus, » dit-il. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau. Tu m'as montré que le cœur peut guérir. Tu m'as donné les années les plus heureuses de ma vie. » Claire appuya sa tête sur l'épaule de son mari et ils restèrent là dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur les vignes qui avaient été témoins de leur amour depuis le début. L'histoire de l'orpheline abandonnée de tous, qui trouva l'amour avec le veuf riche, n'était pas seulement une romance. C'était une histoire de seconde chance, de confiance en sa propre valeur, du courage de défier le monde par amour. C'était l'histoire de deux personnes blessées qui choisirent de guérir ensemble au lieu de laisser la douleur gagner. C'était une histoire de dignité, de respect, de véritable partenariat. Et quand, bien des années plus tard, les petits-enfants de Claire et Édouard demandaient comment leurs grands-parents s'étaient connus, ils racontaient l'histoire complète, l'arrivée désespérée, les rencontres furtives, le mensonge et le pardon, l'amour qui avait défié toutes les probabilités. Et ils terminaient toujours l'histoire de la même façon. L'amour véritable, disait Claire avec ses yeux encore brillants malgré l'âge, n'arrive pas en dépit de nos blessures, il arrive à cause d'elles, parce que ce sont nos fêlures qui nous rendent capables de comprendre les fêlures de l'autre. Et quand deux personnes brisées décident de se réparer ensemble, le résultat est quelque chose de plus fort et de plus beau que tout ce qui a jamais été parfait. Édouard ajoutait toujours, serrant sa main, « Et le véritable amour ne choisit pas par convenance, par argent ou par statut, il choisit avec le cœur. Et quand il choisit avec le cœur, tout le reste s'arrange. » Et ainsi se termine la plus belle histoire d'amour entre le veuf riche et l'orpheline abandonnée de tous. Une histoire qui a prouvé que l'amour véritable existe, qu'il vaut la peine de se battre pour lui, et que les meilleures histoires sont celles que personne n'attend, mais que tout le monde a besoin d'entendre. Car à la fin, nous sommes tous juste des âmes cherchant une autre âme pour nous compléter. Et quand nous la trouvons, peu importe les barrières, peu importe les obstacles, l'amour trouve toujours un chemin.